Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Branché TV pour le deuxième épisode des lives dédiés à l'anesthésie pédiatrique. Ce soir, vous êtes plus de 600 inscrits pour un focus sur le risque respiratoire en anesthésie pédiatrique. Et le fil conducteur que nous avons choisi est la prise en charge d'un enfant opéré de végétation. Et donc, comme lors du premier live, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay sur le site de Branché Solutions à l'onglet ressources, le professeur Isabelle Constant est avec moi sur le plateau. Elle est anesthésiste réanimateur, chef de service à l'hôpital Trousseau à Paris, un centre spécialisé de pédiatrie, et coordinatrice des recommandations pour la pratique professionnelle sur l'anesthésie pédiatrique, publiées par l'ASFAR. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Mathieu. À mes côtés également, Yema de Carvalho, qui a eu la grande gentillesse d'avoir accepté de m'épauler ce soir. Yema est chargée des opérations chez Branché Solutions, c'est-à-dire qu'elle est en fait la cheville ouvrière indispensable au fonctionnement de toutes les formations que nous organisons lors des lives, lors des déplacements dans les trucks en clinique. Bonsoir Yema. Bonsoir. C'est donc toi qui vas modérer le chat ce soir. En effet, je vais recueillir vos questions ce soir. Vous êtes nombreux à nous regarder et à nous poser des questions dans le chat. Ne vous inquiétez pas si je ne fais pas remonter immédiatement votre question. Il est possible que vous soyez plusieurs à poser la même, donc je les regrouperai et je les poserai au moment opportun. Pour information, seules les questions sélectionnées seront visibles dans le chat, mais elles sont toutes enregistrées et archivées et elles seront transmises à Mathieu Closon et Isabelle Constant qui pourront éventuellement revenir dessus lors du prochain live sur ce même sujet. Et donc régulièrement, vous verrez aussi apparaître en bas à droite ou à gauche de l'écran un QR code qui vous permettra de télécharger directement le diaporama d'Isabelle, donc que vous aurez à disposition. Donc voilà, chat, QR code, site Branché Solutions, nous sommes prêts. Isabelle, à toi la parole. Merci beaucoup Mathieu. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission, donc, qui est consacrée à un classique de l'anesthésie pédiatrique, effectivement, puisqu'il s'agit de l'adénoïdectomie ou de l'ablation des végétations pour les intimes, voire les VG, et qui va donc nous permettre de faire un survol des complications respiratoires souvent associées à ce type d'intervention et de leur prise en charge. Donc, vous voyez, il y a à peu près un peu plus de 50 000 adénoïdectomies en France en 2022 et une très grosse partie de ces adénoïdectomies sont associées à un geste sur le tympan. Ça, c'est une évolution relativement récente. Et vous voyez qu'il y a les chiffres des années antérieures et qu'en une trentaine d'années, ces interventions ont été divisées par 4, ce qui est considérable. Néanmoins, donc, il y en a encore beaucoup. Elles sont réalisées le plus souvent dans des établissements libéraux et les praticiens anesthésistes réanimateurs qui les prennent en charge ont, dans la très grande majorité des cas, une pratique mixte adulte-enfant. Les enfants, ils ont en gros, en général, entre 2 et 5 ans et ces interventions sont réalisées en ambulatoire. Alors voilà, là vous avez tout compris sur cette diapositive. Vous voyez que le terrain de ces enfants, il se caractérise par avant tout une hyper-réactivité bronchique qui peut être liée soit aux infections des voies aériennes supérieures récidivantes, comme on voit chez ces jeunes enfants, soit à des terrains avec des pathologies chroniques telles que l'asthme ou des bronchiolites récidivantes. Or, qui dit, par exemple, enfant enrhumé, dit, comme on le voit très bien sur cette diapositive, c'est une étude ancienne et vous voyez que ce qui est illustré, c'est le délai de désaturation en fonction de l'âge des enfants. La ligne rouge, ce sont les enfants asymptomatiques qui ne sont pas enrhumés et la ligne jaune, c'est les enfants enrhumés. Donc il y a deux messages. Premièrement, les enfants les plus jeunes désaturent plus vite que les grands enfants, ça c'est, vous le savez. Deuxièmement, les enfants enrhumés désaturent plus vite à âge comparable que les enfants non enrhumés. Donc ils désaturent plus vite. Et il faut aussi plus de complications respiratoires. Vous avez ici une étude qui a été publiée par Britta von Humberg-Stenberg, qui est une étude remarquable parce qu'elle est parue dans le Lancet en 2010. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait des Lancets en anesthésie. C'est une étude prospective. Il y a plus de 9000 patients pour lesquels un questionnaire a été rempli. Ce questionnaire relevait les facteurs de risque d'HRB, c'est-à-dire d'hyperréactivité bronchique. C'est classique, vous les connaissez tous.
l'IVAS, c'est-à-dire l'infection des voies aériennes, l'asthme, la toux nocturne, l'eczéma, l'allergie, le tabagisme passif. Et puis, ces enfants étaient donc endormis sous anesthésie, enfin, bénéficiaient d'une anesthésie générale pour une chirurgie programmée ou en urgence d'ailleurs, et on relevait les différentes complications respiratoires classiques, laryngospasme, bronchospasme, etc., comme vous le voyez. Donc, si on regarde un peu la population, vous voyez qu'il y avait dans ces enfants, 60% d'enfants qui avaient moins de 6 ans et 20% qui avaient moins d'1 an. Donc, c'était assez bien réparti. Si on regarde également leur codage ASA, c'est-à-dire leur gravité, leur risque anesthésique, vous voyez que 88% étaient ASA 1 ou 2, ce qui est globalement une représentation assez classique dans la population générale pédiatrique. Donc, quand on regarde un peu les résultats de cette étude, vous avez sur ce tableau, vous aviez 4 groupes d'enfants, ceux qui avaient une infection des voies aériennes supérieures patente, la première ligne, ceux qui avaient une infection qui datait de moins de 2 semaines, c'est la ligne orange foncé, ceux qui étaient à distance de l'infection, au moins à 2 semaines, entre 2 à 4 semaines, et puis ceux qui n'en avaient pas du tout, c'est la ligne du bas. Ce que l'on voit de façon très évidente, mais vous le savez, c'est que la présence d'une infection des voies aériennes supérieures, qu'elle soit patente ou qu'elle date de moins de 2 semaines, est associée à une majoration des complications respiratoires, bronchospasme, laryngospasme, toux, etc. Vous voyez qu'au total, il y a à peu près 3 fois plus de complications par rapport à l'enfant sain ou à 2 semaines, au-delà de 2 semaines de son infection des voies aériennes. Donc, augmentation des complications respiratoires de façon très claire. Et ce qui est intéressant également dans cette étude, c'est que les auteurs ont noté, parmi la symptomatologie, l'importance de la notion de fièvre supérieure à 38, qui était un facteur associé aux complications de façon assez nette. Donc, si on revient à notre pratique quotidienne, la consultation d'anesthésie, qu'est-ce qu'on fait ? On va évaluer les facteurs de risque d'hyperréactivité bronchique, bien sûr, et puis surtout, on va essayer d'optimiser ce qui peut l'être. C'est-à-dire, d'abord, en premier lieu, on va prévoir l'administration d'un aérosol de salbutamol en préopératoire, juste avant le bloc opératoire. On va y revenir sur la diapo suivante. Par ailleurs, chez un enfant asthmatique, on va prescrire le traitement de crise pendant les 3 jours qui précèdent l'intervention. En général, ces enfants, ils ont rarement un traitement de fond, mais ils ont un traitement de crise. Et là, on va demander aux parents de l'administrer systématiquement. Si vous êtes face à un enfant qui a une infection des voies aériennes symptomatique à la consultation, soit l'intervention est prévue, vous le voyez bien, 15 jours, moins de 15 jours après, dans ces cas-là, vous le décalez d'office, soit s'il est à distance, dans presque tous les cas, vous conseillez quand même aux parents d'aller chez le pédiatre parce que, ok, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais quand même, c'est vrai que dans ce contexte, on aime bien être sûr que les enfants ne soient pas surinfectés. Si vous avez un enfant qui est à la crèche, on aime bien aussi prévoir une éviction de la crèche. Tout ça, c'est des mesures très pratiques, mais c'est de la vie quotidienne, enfin d'anesthésiste pédiatrique. On aime bien prévoir une éviction de la crèche la semaine qui précède l'intervention. On va bien sûr demander à l'enfant d'ouvrir la bouche, comme d'habitude, et surtout, on va aller regarder s'il n'y a pas une hypertrophie amygdalienne. Certes, l'ORL qui l'a vu avant, normalement, il doit l'avoir noté sur son dossier, il doit vous l'avoir noté. Mais de temps en temps, l'hypertrophie est modérée et ça ne va pas jusqu'à l'indication d'amygdalectomie. Néanmoins, ça peut nous gêner lors de l'induction ou du réveil de cette intervention, de cette ablation des végétations. La présence ou la sévérité d'un SAOS, c'est-à-dire d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, là encore, il faut s'en préoccuper, il faut regarder s'il y a cette pathologie. Donc en général, là encore, ce sont les ORL qui font le diagnostic. Ce diagnostic, il est clinique. Il repose sur un interrogatoire avec une symptomatologie diurne et une symptomatologie nocturne. Ça a été très bien détaillé dans les RFE de la SF-ORL de 2020 et on reverra cette symptomatologie du SAOS quand on fera l'amygdalectomie. Mais y pensez quand même. Ensuite, évidemment, on va prévenir les parents de la possibilité d'une récusation, de l'annulation de l'intervention, puisque s'il y a une fièvre ou s'il y a une infection, on n'hésitera pas à récuser l'enfant.
Concernant le risque hémorragique, bon, c'est une préoccupation aussi dans cette intervention, mais l'évaluation, elle est parfaitement comparable à celle dont je vous avais parlé pour la circoncision. Elle repose, lorsque la marche est acquise, essentiellement sur la réalisation de l'interrogatoire. Néanmoins, encore une fois, cet interrogatoire, vous devez pouvoir le considérer comme fiable. Si vous considérez que l'interrogatoire n'est pas fiable, eh bien, vous pouvez avoir à prescrire un bilan dans ce contexte d'adénoïdectomie. Le risque hémorragique de la chirurgie est faible. Oui. Ce qui est important, c'est aussi d'évaluer le risque hémorragique de l'enfant. Mais celui de la chirurgie est faible pour le les risque végétations. hémorragique de la chirurgie est faible, mais il n'est pas nul non plus. Donc quand même, on s'enquiert, on réalise l'interrogatoire de façon précise, comme on doit faire d'ailleurs pour n'importe quelle chirurgie chez l'enfant. Alors, avant de passer à la prochaine slide, j'ai une première question. Oui. Le reflux gastro-œsophagien, facteur de risque et facteur déclenchant? Alors, ça c'est une très bonne question. Le reflux, le RGO, il est très fréquent chez l'enfant, chez le jeune enfant. C'est en général ça se traduit par une toux nocturne. Et très souvent, les enfants qui ont un RGO, ils ont cette petite toux sèche, et c'est très probablement pour ça que ça ressort dans les facteurs respiratoires. Donc, c'est un facteur de risque, je dirais, lorsqu'on fait une anesthésie au masque facial. Voilà. Mais ça l'est beaucoup moins lorsqu'on fait une intubation orotracale, bien entendu. Et ce n'est pas parce qu'il y a un RGO de façon mineure que l'on va faire une induction estomac plein, soyons clairs. Voilà. Donc, diapo suivante. Alors, donc, sur cette diapositive, justement, une étude qui s'intéresse à l'effet du salbutamol. Donc, il y a 3 groupes d'enfants. C'est une étude assez simple, prospective. Il y a 200 enfants qui ont une infection des voies aériennes et qui date de moins de 2 semaines, qui vont recevoir le salbutamol. Il y a un deuxième groupe d'enfants qui a le même type d'infection des voies aériennes de moins de 2 semaines, mais qui, cette fois-ci, ne recevra pas le salbutamol. Et puis, il y a un groupe d'enfants sans infection, qui est le groupe témoin. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? Eh bien, on voit de façon très nette, vous voyez le carré rouge, représente donc les 2 populations d'enfants avec l'infection des voies aériennes. Ceux qui ont eu le salbutamol, ils font 2 fois moins de complications que ceux qui n'ont pas eu le salbutamol. Par contre, néanmoins, si vous les comparez aux enfants sains, vous voyez que même si le salbutamol diminue de moitié les complications, ces complications restent plus fréquentes que chez les enfants qui n'ont pas d'infection. Donc, c'est indispensable lorsqu'on est dans un contexte d'infection, mais ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas de complications respiratoires. Voilà, donc vous avez ici les doses, 2,5 mg si l'enfant fait moins de 20 kg, 5 mg s'il fait plus de 20 kg. Il faut savoir que cette administration, elle est recommandée dans les RFE sur les voies aériennes de l'enfant de 2019 et que cette recommandation d'ailleurs, elle est effective chez l'enfant de moins de 6 ans parce que en fait, statistiquement, ça ne ressort pas chez les plus grands. Alors, parfois, on va reporter l'intervention, bien entendu. Si l'enfant arrive et qu'il a une infection patente, on va être amené à reporter l'intervention. Donc, c'est à quel moment? Parce que finalement, ces enfants-là, très souvent, ils arrivent tout le temps, le nez qui coule, etc. Donc, les grands classiques de signes qui vont nous permettre de conduire à l'annulation, à la récusation de l'enfant, au décalage de l'intervention, c'est bien sûr une auscultation anormale et notamment des signes spastiques, des sibilants, qui vont signer finalement l'hyperréactivité bronchique, la présence ou la notion dans les jours qui ont précédé d'une voix rauque et donc d'une laryngite, ça c'est très piégeant, il faut y faire extrêmement attention, et puis une température supérieure à 38. Donc les délais de report, ils sont écrits dans le carré, là, plus de 2 semaines si c'est une infection bénigne, de 4 à 6 si c'est une infection plus patente, et notamment la pneumopathie, la laryngite, la bronchiolite, ou alors des anomalies radiologiques. On va reporter d'autant plus facilement que l'enfant est jeune, c'est clair, qu'il a des antécédents de bronchiolite ou d'asthme, ça veut dire qu'il a un terrain d'hyperréactivité et aussi que le médecin anesthésiste réanimateur est peu expérimenté en anesthésie pédiatrique et dans la prise en charge de ces voies aériennes hyperréactives.
Je vous ai mis prendre l'avis des parents sur l'état de l'enfant parce que c'est très fiable. Et ça a été montré dans la littérature que l'avis des parents, ils savent très bien finalement vous dire si l'enfant il est comme d'habitude, c'est-à-dire ok, il a le nez qui coule, il graillonne et tout, ou si il est pire que d'habitude. Donc ça c'est important et c'est intéressant de leur poser cette question. Si l'origine de la fièvre c'est une otite et qu'il n'y a pas de signe respiratoire, qu'il n'y a pas de laryngite, on fait. Non. Enfant fébrile, on n'endort pas l'enfant. C'est clair. Plus de 38, on n'endort pas l'enfant. D'accord. Donc là, j'ai effectivement une question. Y a-t-il un cut-off pour la fièvre? Alors, il y en a qui disent 38,5, il y en a qui disent 38. Vous avez vu là dans le papier sur du Lancet, ils ressortent la température supérieure à 38 degrés. Je crois qu'on peut prendre 38 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça signe quand même qu'il se passe quelque chose chez l'enfant, que probablement il y a une contamination virale, puisque c'est ce qui est le plus fréquent chez l'enfant. Et donc, sauf si on est dans un contexte d'urgence ou si on est dans un rapport, un ratio bénéfice-risque, en faveur de l'intervention, évidemment. Mais par prudence, il vaut mieux considérer que c'est un facteur de récusation en dehors d'une pathologie urgente. Salbutamol, c'est au masque d'inhalation ou alors à la chambre auto-inhalée là, c'est à la chambre auto-inhalée. Ou, en fait, des fois, les enfants viennent avec. Sinon, c'est en aérosol. Classique. Alors, on va jouer un petit peu. Maintenant, je passe la parole à Mathieu. Alors, on va lancer. En fait, ce n'est pas un quiz, c'est plutôt un sondage, puisque les dernières données datent de 2010, on va voir. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de répondre à ce QCM, qui n'en est pas un, en choisissant si vous mettez ou pas une voie veineuse dans votre pratique. Donc, vous répondez soit la 1, soit la 2. En nous indiquant pour le contrôle des voies aériennes si vous intubez les patients, si vous mettez un masque laryngé, si vous le faites en ventilation spontanée au masque facial. Donc vous choisissez une des réponses parmi 3, 4 et 5. Et puis si vous mettez un morphinique en péropératoire ou pas de morphinique, et donc vous choisissez le 6 ou le 7. Donc en fait, vous devez faire 3 choix. Répondre pour la voie veineuse, répondre pour le contrôle des voies aériennes et répondre pour le morphinique péropératoire. Faites-le sincèrement parce que ça a vocation finalement à être une espèce de sondage parce qu'on n'a aucune idée des pratiques actuelles. Alors on a une centaine de réponses pour l'instant. 95% mettent une voie veineuse. D'accord. 70% un tube. Quasi pas de masque laryngé, donc le reste c'est de la ventilation spontanée. Et 50-50 pour le morphinique. D'accord, très bien. Donc on va attendre, on va laisser les gens répondre et puis je vais passer à la diapo suivante qui illustre ce qui se passait en 2010. Alors, vous voyez, on a fait une enquête en 2010 et on a posé des questions relatives, d'ailleurs peut-être certains d'entre vous y avaient répondu, autour de la prise en charge de l'adénoïdectomie en termes d'anesthésie. Donc la fraction inspirée, je vous l'avais déjà montré l'autre jour, les fractions inspirées élevées, c'était à peu près 50% de la pratique, notamment dans le contexte libéral. Mais en termes par exemple, en termes de voie veineuse, à l'époque, il y avait 66%, c'est-à-dire finalement les 2/3 des praticiens qui mettaient en place une voie veineuse, et il y avait les 3/4 des praticiens qui utilisaient une sonde d'intubation, les 3/4 des praticiens qui réalisaient l'adénoïdectomie sans protection des voies aériennes. On le voit très bien ici, vous avez sur les schémas la distinction entre les modes d'exercice. Et vous avez également l'utilisation des morphiniques. Il y avait à l'époque 32% qui utilisaient un morphinique, globalement toute population confondue, et vous avez le détail des différentes structures. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comparer avec ce qui se fait à l'heure actuelle. Les choses ont bien changé. Oui. On va dire 95% pour une voie veineuse périphérique, 65% pour l'intubation, le reste en ventilation spontanée, et 50-50 pour le morphinique. D'accord, ça a changé, c'est en évolution, d'accord, c'est parfait. C'est très intéressant de voir ça. Donc maintenant, en 2024, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en 2024, il y a quand même un certain nombre de recommandations qui sont sorties.
première chose, voie veineuse indispensable. Mais je crois que d'après ce que tu nous as dit, Mathieu, effectivement, donc ça c'est écrit dans les RPP qui sont sortis en 2023 de façon extrêmement claire. Deuxième point, l'intubation trachéale, elle est suggérée. Pourquoi j'ai mis suggérée? Parce que elle est recommandée avec un avis d'expert dans les RFE consacrés à la gestion des voies aériennes de l'enfant et de façon très claire, puisque vous voyez, lors d'une intervention pour adénoïdectomie, les experts suggèrent de protéger les voies aériennes avec une sonde d'intubation à ballonnet, c'est précis. Et c'était par ailleurs écrit dans de nombreux textes d'experts, mais là, c'est écrit dans ces recos. Je vous ai mis en parallèle, on ne va pas détailler, mais ce cas clinique assez dramatique qui avait été décrit, c'est ancien, c'était 2007, mais la particularité, c'était que c'était une intervention qui avait été surveillée par une IAD SOL. Et voilà, oui Mathieu. On y reviendra. Qu'est-ce que tu dis aux 30% qui font les végétations en ventilation spontanée? Il y a ce qui est écrit dans les RPP, suggéré, et puis il y a ton expérience, toi, quotidienne, en tant à la fois qu'anesthésiste réanimateur en pédiatrie, et puis en tant qu'expert. Alors, donc, en tant qu'anesthésiste, moi j'ai fait des VG non intubés jusqu'en 2004. Après, on a complètement arrêté à Trousseau. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'est pas raisonnable de les faire non intubés parce que justement, sur le plan de l'expertise, c'est très difficilement défendable. Pendant très longtemps, moi, j'ai fait le topo avec et sans intubation. Et là, c'est vrai que c'est écrit dans les recommandations. C'est un avis d'expert, certes, mais néanmoins, c'est écrit. Et il faut savoir en plus qu'il n'y a qu'en France qu'on faisait des végétations non intubées. Dans tous les autres pays, on intube les végétations. Donc voilà, je dis à l'heure actuelle, certes, c'est possible, mais ce n'est pas raisonnable. Et ça sera difficile à défendre, finalement? Ça sera difficile à défendre. Ouais. Ça sera difficile à défendre parce que c'est écrit qu'il faut les intuber, hein, en gros. Et ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que les ORL n'apprennent plus à faire les végétations non intubées. Or, c'est un couple, c'est un binôme ORL-anesthésie. Si on veut les faire de façon efficace, il faut vraiment que les deux sachent le faire. Et quand les ORL ne savent pas le faire, là, ça devient franchement dangereux. Donc, ça va disparaître probablement quand les ORL, au fil du vieillissement, je dirais, de la population des ORL, puisqu'ils n'apprennent plus dans les CHU, c'est plus du tout fait. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe déjà depuis 10 ans, là, enfin 15 Absolument, ans, en 2010. Mais ça a évolué quand même beaucoup, parce que même là, on a une trentaine de pourcents de praticiens qui ne mettent pas de sonde d'intubation. Il y en avait les 3/4. Donc ça a quand même, énormément changé et je pense que c'est une technique qui est vouée à disparaître. Et il faut bien avoir conscience que c'est difficilement défendable. Le masque laryngé est une alternative? Non. Valérie, désolée. On nous pose aussi la question là sur Yéma, sur la voie veineuse périphérique. Pour les végétations, bien sûr, on va l'intuber, donc bien obligé. Pour les diabolos? Vous avez vu ce qui est écrit là. L'accès vasculaire étant indispensable lors de l'anesthésie, voilà. Donc le débat est clos. Le débat est clos. Franchement, là aussi, c'est indéfendable. Ok. Donc on avance. Alors, un petit jeu pour voir si vos réponses sous-corticales sont efficaces. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est de répondre finalement assez rapidement. On va laisser le quiz un petit moment, mais vous êtes dans le domaine de l'urgence. L'enfant bradycarde, quelle dose d'atropine faites-vous? L'enfant fait 10 kilos. Vous répondez tout de suite. J'y vais. Alors, est-ce qu'il a lancé? Alors, on attend un tout petit peu de voir vos réponses. Les réponses sont anonymes, donc lancez-vous, allez-y. 10 kilos, quelle dose d'atropine faites-vous quand l'enfant bradycarde? Ok. Alors, réponse? Alors, l'atropine, c'est 20 gamma kilo chez un enfant de 10 kilos. Ça fait 200 gamma, ça fait 0,2 mg. On va y revenir, mais
30% simplement ont indiqué la bonne réponse. La majorité, 60%, c'était 0,1 mg. Bah oui, Bon, mais bon. première enseignement. Deuxième Alors, sondage. deuxième sondage. Alors là, encore plus rapidement, vous répondez parce que l'enfant est en arrêt cardiaque, il fait 10 kg, vous devez lui faire de l'adrénaline intraveineuse. Quelle dose faites-vous? Vous n'avez même pas le temps de réfléchir. André IV pour arrêt cardiaque, 10 kg. Allez, lancez-vous, de toute façon. C'est de la simulation. Alors, la bonne réponse, 0,1 mg. Là, on a 70% qui avaient donné la bonne Bravo, réponse. bravo. 20% avaient donné le double, 0,2. Alors là, on est à 10 gamma kilo, 10 kg, 100 gamma, 0,1 mg. Alors c'est un peu, j'étais un peu perverse là. Je suis passé des microgrammes au milligramme, mais il faut savoir qu'il faut être capable de jongler. Dans l'urgence, on a des capacités de discrimination qui sont quand même limitées, tout le monde. Et puis on verra tout à l'heure les propositions là un peu plus claires. Le troisième et dernier proposition, vous devez intuber l'enfant avec de la cellocurine intramusculaire. Vous n'avez pas encore eu le temps de poser une voie veineuse périphérique, 10 kg. Quelle dose faites-vous en intramusculaire pour la succinylcholine? Vous vous doutez que ça doit être dans le laryngospasme. Voilà, bravo. On va y revenir. Quelle dose, encore une fois, intramusculaire, hein, vous n'avez pas eu le temps de poser la voie veineuse périphérique. Vite, vite, l'enfant des satures. Allez. 40 mg. 4 mg kilo. Eh bien, écoute, on était à soit 10 mg, soit 20 mg. D'accord. OK. Eh bien, donc, on va ressortir tranquillement les aides cognitives de la SFAR que vous voyez ici et qu'on va détailler ou plutôt voir de façon simplifiée. Donc là, on va commencer par le laryngospasme. Donc, je vous rappelle que le laryngospasme, l'incidence, c'est de l'ordre de 3 à 7%. C'est beaucoup, hein, 3 à 7%. Quand on fait de l'anesthésie ORL, on est forcément, à un moment donné, confronté à un laryngospasme chez l'enfant. Alors, les circonstances de survenue, en fait, c'est à peu près n'importe quand. Ça peut être à l'induction, ça peut être au réveil. Au réveil, c'est plus simple parce qu'on a une voie veineuse en général, enfin, on espère. Et ça peut être avec un masque laryngé. C'est même assez... la fréquence n'est pas négligeable. Le diagnostic du laryngospasme, il est avant tout clinique. Vous savez tous reconnaître un laryngospasme. C'est l'enfant qui va faire un effort inspiratoire et qui va faire un bruit bizarre du genre... Voilà. Et donc, c'est facile de le diagnostiquer. Les facteurs favorisants, on les connaît, là aussi, hyperréactivité, on l'a vu et revu. Et puis l'anesthésie insuffisante. Ça, c'est un facteur important. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on commence par mettre l'enfant en 100% d'oxygène, on appelle à l'aide, on arrête la stimulation parce que, évidemment, sur une anesthésie insuffisante, ça va majorer la réactivité laryngée. On va ouvrir les voies aériennes. Alors, ouvrir les voies aériennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller placer son doigt où il y a le point rouge et remonter la mandibule pour ouvrir. Et en fait, quand on fait cette manœuvre de façon correcte, il y a un mécanisme sur les aryténoïdes qui les ouvre légèrement. Donc, si on le fait bien. Et puis, avec cette manœuvre, on va ventiler en pression positive, on va essayer de passer en force. Et surtout, on va se préoccuper de la voie veineuse. Alors, si on a de la chance, on aura déjà posé la voie veineuse. Donc là, les choses seront déjà plus faciles. Dans ces cas-là, eh bien, avec la voie veineuse, c'est relativement plus simple puisqu'on va approfondir l'anesthésie avec du propofol, 1 à 2 mg kilo, toujours pareil. Par contre, si on n'a pas la chance d'avoir eu le temps de mettre la voie veineuse, les choses se compliquent. Donc là, en fait, on cherche, soit on réveille l'enfant, c'est-à-dire vous êtes au début de l'induction, et vous sentez que vous pouvez arriver à le réveiller, mais de toute façon, il va falloir quand même qu'il respire. Donc, soit, toujours pareil, vous êtes toujours en train de le ventiler, d'essayer de le ventiler en pression positive, et puis s'il commence à désaturer de façon prononcée, d'une part, vous allez injecter de l'atropine à la dose de, comme on l'a vu, 20 gamma kilo. Ça, c'est indispensable. Non pas que ça va traiter le laryngospasme, mais ça va vous donner un intervalle de temps, un laps de temps supplémentaire avant l'arrêt cardiaque, si vous n'arrivez pas
à corriger la désaturation, l'hypoxémie. Mais ce que vous allez pouvoir faire et préparer rapidement, c'est la succinylcholine que vous pouvez administrer en intraosseux si vous avez eu le temps de mettre l'intraosseuse, ou bien en intramusculaire, donc à la dose dont on a parlé, 4 mg kg. Il faut savoir quand même que ça sauve des vies. C'est où l'intramusculaire chez l'enfant? J'attendais cette question. Alors moi, j'aime bien dans la langue. Ah. Parce que c'est un organe hyper innervé et les Américains font ça. Et c'est assez efficace. Sinon, vous pouvez le faire dans le bras, vous pouvez le faire dans la cuisse, etc. Mais dans la langue, c'est quand même, ça marche très bien. Voilà. Ensuite, donc vous avez fait, vous n'avez pas réussi. J'ai une question, oui. Puisqu'on est sur ce sujet. Oui. C'est le meilleur site IM pour l'urgence en ACR, reste-t-il la langue? Voilà, exactement. Atropine et adrénaline? Alors, non, mais là, l'atropine, moi, je mettrais surtout l'adré, là. Si on en est, c'est-à-dire que si vous en êtes, si vous en êtes à évoquer la succinylcholine dans la langue, ok, vous pouvez faire de l'atropine, mais le plus important, c'est la succinylcholine, et puis c'est préparer l'adré pour passer à l'adré, parce que si vous n'arrivez pas à l'intuber suffisamment rapidement, en fait, ça va très vite. Hein. Chez un enfant de 2 ans, qui va, mettons, un enfant qui va être en plus enrhumé, comme vous avez vu tout à l'heure, vous n'avez pas beaucoup de temps pour l'oxygéner. Heureusement quand même, parce que là, le scénario est dramatique, mais heureusement, on arrive souvent à les ventiler en force, quand même. Donc, vous pouvez lire en détail l'aide cognitive, parce que moi, je n'ai pas tout mis, mais il y a un point extrêmement important, c'est que quand on essaye de les ventiler en force, on va gonfler l'estomac. Et à ce moment-là, vous devez passer par un moment où vous allez vider l'estomac. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Donc, mais dans la séquence catastrophiste, oui. où l'enfant bradycarde, oui. on n'a pas encore réussi à poser de voie veineuse périphérique, on a éventuellement peut-être réussi à l'intuber avec la cellocurine dans la langue. Si on doit passer de l'adrénaline... Non, mais si on l'a intubé, il n'y a plus de souci. Et si on ne l'a pas intubé, on en est là, il est en arrêt pas intubé. Alors, s'il est en arrêt pas intubé, c'est adrénaline, hein, massage cardiaque, adrénaline. Alors, oui, absolument, vous pouvez le mettre dans la langue, vous pouvez le mettre... Alors, classiquement, il y avait, c'est plus dans les aides cognitives, mais l'adrénaline intratrachéale, ça peut aussi se faire. Il faut savoir que ce n'est pas écrit, mais c'est 10 fois la dose. L'adrénaline intratrachéale, mais il faut encore avoir la sonde d'intubation en place, et si vous avez la sonde d'intubation en place, vous n'avez pas besoin d'adrénaline, il suffit de le réoxygéner, il va repartir tout seul. Donc finalement, c'est pas adéquat. Mais oui, vous pouvez le faire en intramusculaire, c'est pas terrible, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc c'est quand même... Alors heureusement, les laryngospasmes, c'est fréquent, hein, 3 à 7%, et la plupart du temps, on arrive à les résoudre quand même... sans drame, sans arrêt cardiaque, hein, bien heureusement. C'est quand même la cause la plus fréquente d'arrêt cardiaque au bloc opératoire, le laryngospasme. Mais qui récupère très bien. À partir du moment où on a réussi à l'intuber. Voilà. Alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quand même. D'abord parce que s'il est hypoxique longtemps, il peut y avoir des lésions cérébrales. Et puis, il va falloir faire attention quand même au réveil de cet enfant parce que vous avez des complications potentielles possibles après le laryngospasme. La plus connue et qui n'est pas rare parce que nous, on en voit de temps en temps, c'est l'œdème, ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire à vacuo. C'est quoi ? C'est un enfant qui a essayé de respirer sur une glotte fermée. Il a donc créé une grande dépression intrathoracique et ça a aspiré. Et ça crée un transsudat qui va dans les alvéoles et ça crée un tableau d'œdème pulmonaire. Ça se résout très bien avec un petit peu de pression positive en post-opératoire ou voire un petit peu de l'azilix, mais ça nécessite une surveillance. Donc un enfant qui a fait un laryngospasme sévère, il faut quand même le surveiller un petit peu quelques heures pour être sûr qu'il récupère bien. Il y a des questions de pharmaco un peu, hein, quand oui. même. On va s'arrêter 2 minutes. Alors, adré, même posologie dans la langue? Non, forcément plus. Plus, moi je dirais que c'est 4 fois plus à peu près. Hein. Mais alors là on tombe dans le rare. Ah oui, on tombe dans le rare. Mais de toute façon, dans ces conditions-là, vous pouvez aussi titrer, c'est-à-dire que vous commencez par faire 10, puis 10, etc. C'est comme ça concrètement que ça se passe. Hein. Voilà. Mais d'emblée, vous pouvez faire plus que 10 gamma kilos, ça c'est sûr. Je mettrais, oui, c'est ça, 30 ou 40 gamma kilos. C'est ça. Et donc on a dit par contre 10 fois plus en intratrachéal. Oui, ça c'est la dose, oui.
Et puis on revoit bien là sur la diapositive, mais de toute façon, j'allais dire tout. Non, ces recommandations-là, elles sont sur les aides cognitives, elles sont sur la RPP. La dilution de l'adrénaline pour un enfant, il n'y est pas. Non. Mais sur l'aide cognitive, la dilution de l'adrénaline, c'est 1 mg dans 10 ml. Voilà, alors je vous l'ai mise, je ne l'ai pas détaillé, mais je vous l'ai mise sur la diapositive. 1 mg d'adrénaline que vous mettez dans 9 ml, ça fait de sérum phi, ça fait une seringue de 10. Et dans chaque millilitre, vous avez 100 gamma d'adrénaline, c'est-à-dire la dose pour un enfant de 10 kg. C'est ça, donc voilà. 1 ml par 10 kg de poids. C'est ça. Et vous l'avez d'ailleurs, c'est très bien marqué sur ce petit tableau. Voilà, vous pouvez l'afficher, vous pouvez... voilà. Manifestement, ça semble intéressant parce que, et c'est bien sûr pas une critique, chers collègues, mais quand on voit l'hétérogénéité des réponses pour les doses tout à l'heure, pour une activité dont on n'a pas une aussi grande habitude qu'un centre spécialisé, et pour des complications qui restent rares, ça vaut le coup de les avoir vraiment à portée de main au bloc opératoire. Oui. Alors il y a ça, et puis il y a le fait de réviser souvent, quand on fait de l'anesthésie pédiatrique, on se fait un petit quiz en se disant, bon bah tiens, c'est combien la posologie, mais même nous, on se le fait. Hein. Y a pas de... La mémoire, c'est quelque chose de très particulier, il faut la rappeler en permanence pour l'encoder correctement, sinon on l'oublie, hein. C'est humain ça. Alors juste, beaucoup de questions, mais c'est plus des remarques. Mais manifestement, la langue, ça perturbe tout le monde. Ouais, bah oui, mais tu ne dois pas en faire souvent. Non. Voilà, donc c'est rare. Il n'y a pas longtemps, on en a fait une fois à Trosso. Voilà, les gens se posent la question, pas de risque de nécrose de langue s'il y a de l'adrénaline. Non, mais on n'en est pas là. Hein. Le problème, c'est qu'on est dans le laryngospasme sans voie veineuse, qui est quasi en arrêt cardiaque. Donc voilà, on est dans un ratio bénéfice-risque qui est vital, quoi. La plupart du temps, on a posé la voie veineuse périphérique. La plupart du temps, on l'a intubé. C'est rarissime d'arriver à ce stade-là, mais il faut savoir quoi faire. Voilà, c'est ça que je dirais moi. Très bien. Alors, le laryngospasme, c'est une chose, mais il y en a une autre complication qui est moins fréquente quand même, c'est le bronchospasme. Donc vous voyez, l'incidence est plus faible, mais elle n'est pas négligeable. Alors souvent on dit c'est un bronchospasme, et puis après on peut avoir des doutes sur la réalité du bronchospasme. Bref, les conditions de survenue sont un peu différentes. D'abord, en règle générale, il s'agit d'un patient intubé. Donc on est quand même un peu plus à l'aise. C'est évidemment les patients qui sont asthmatiques ont une facilité à faire un bronchospasme, bien sûr. L'anaphylaxie, c'est une condition particulière dans laquelle on peut observer un bronchospasme. Le diagnostic du bronchospasme, il est avant tout clinique et auscultatoire. Les facteurs favorisants, là c'est amusant parce que les facteurs favorisants, en fait, c'est les mêmes que le laryngospasme. Hyperréactivité des voies aériennes supérieures et anesthésie insuffisante. C'est les mêmes facteurs. La prise en charge initiale, c'est la même. 100% de FiO2, appel à l'aide, arrêter les stimulations, et là on va vérifier la voie veineuse, parce qu'en général on l'a déjà, s'il est intubé on l'a déjà. Voilà, la première ligne de traitement médicamenteux, c'est la même, c'est propofol 1 à 2 mg kg. Ça, c'est pour endormir le patient. Et puis ensuite, on passe aux produits qui vont avoir un effet bronchodilatateur. La kétamine a un effet bronchodilatateur particulièrement intéressant, 1 à 2 mg kg. Et puis surtout dans le contexte de l'anesthésie pédiatrique, c'est le sévoflurane. Le sévoflurane, c'est un puissant bronchodilatateur, ce qui nous arrange énormément dans le contexte de l'anesthésie pédiatrique et de l'enfant enrhumé. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, on va approfondir l'anesthésie avec le sévoflurane. On peut faire les trois ? On peut faire les trois. Ça va dépendre un peu. On va commencer. En général, moi, je commence par le sévoflurane parce que je trouve que c'est quand même celui qui a le meilleur bénéfice. Le propofol, on en fait toujours un petit peu parce que bon. Et puis, on peut faire de la kétamine, voilà. Mais le sévoflurane est particulièrement intéressant dans ce contexte. Et puis, si ça ne cède pas, très vite, on va aller au bronchodilatateur par voie inhalatoire parce que c'est assez facile. Et sur un enfant entubé, on va faire des bouffées de salbutamol. Alors, dans les aides cognitives, il y a marqué 0,5 bouffées par kilo. Très bien. Il ne faut pas lésiner sur les bouffées. Pourquoi ? Parce que quand vous faites les bouffées de ventoline dans la sonde d'intubation, en fait, tout n'arrive pas au bout de la sonde. Tout n'arrive pas dans l'alvéole ou dans les bronches. Il y en a une partie qui colle au tube. Et donc, il faut faire cette prescription-là, mais il ne faut pas hésiter à renouveler le geste. 10 kilos, 5 bouffées, quoi. 10 kilos, 5 bouffées. 5 bouffées, 5 bouffées, c'est bien. On peut en faire plus, c'est ça que je veux dire. Voilà, et puis si ça ne suffit pas, là c'est l'échelle supérieure, on va passer au bronchodilatateur IV. Il y en a 2,
essentielles, qui sont d'une part l'adrénaline, coucou la revoilà. Donc ce n'est pas la dose de l'arrêt cardiaque, du moins on espère qu'on n'est pas encore dans l'arrêt cardiaque, parce qu'on peut avoir un arrêt cardiaque avec un bronchospasme, hein, bien évidemment. Mais là, ce n'est pas le contexte, on a des doses qui sont plus faibles, avec un bolus initial puis un entretien à la seringue électrique, ou du salbutamol, pareil, en IV continu dans ce contexte. Voilà, donc c'est un tableau qui est un peu différent, qui peut être gravissime aussi, mais on est plus dans le contrôle et dans le traitement thérapeutique parce qu'on a la voie veineuse, parce qu'on a le plus souvent l'intubation trachéale. Et la complication dont il faut se méfier, c'est quand même le pneumothorax dans ce contexte. Voilà. On a une... Elle a disparu. Ben oui. Il y avait une question sur... Oui, mais... elle est là. Oui. La place du magnésium dans le bronchospasme. C'est ça, magnésium 4. Oui, ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Bon, ça ne vous dispense pas du reste, hein, mais ça peut se faire en adjonction. D'accord. Voilà. Et la kétamine, c'est bien bronchodilatateur? Oui. Ah oui. Alors, c'est bizarre, parce que ça favorise les laryngospasmes. C'est-à-dire que si vous faites de l'anesthésie et qu'en ventilation spontanée avec de la kétamine, bon, ça marche très bien, on en fait beaucoup, etc. Mais il ne faut pas aller s'amuser à chatouiller les cordes vocales, parce que là, par contre, vous avez une réactivité des cordes vocales. Et vous pouvez avoir des laryngospasmes sous kétamine. Par contre, c'est bronchodilatateur, oui. Et ce n'est pas bronchosécréteur? Alors, ça augmente la sécrétion salivaire, c'est vrai, mais pas, non, ça ne semble pas. Non, parce qu'il y a même des réanimateurs qui l'utilisent dans les états de mal. Hein, donc, c'est vraiment, ça a un effet bronchodilatateur. Ouais, donc toute sa place dans le bronchospasme. Voilà, mais encore une fois, le sévoflurane avant tout, hein, dans ce contexte. Corticoïdes, c'est pour beaucoup plus tard. Voilà, corticoïdes, c'est une autre. Alors après, moi, je ne vous ai pas traité choc anaphylactique. Hein. Différent, oui. C'est encore autre chose. Là, c'est vraiment le bronchospasme qui survient parce qu'on est chez un enfant qui a des antécédents de bronchiolite et surtout d'asthme. En général, c'est plutôt les asthmatiques, chez qui on a mis une sonde d'intubation et qui ne dormait pas assez, quoi, globalement. C'est vrai qu'il y a plusieurs remarques qui nous disent finalement, oui. En ventilation spontanée, on a moins de bronchospasme, d'hyperréactivité bronchique, plus... Alors, en ventilation spontanée, avec tube ou sans tube? Sans tube. Ah bah oui. Et donc, en fait, on préconise d'intuber les enfants. Oui, je sais. C'est le paradoxe. Voilà. Je ne vais pas... Ouais. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que finalement, à partir du moment où on va intuber l'enfant, eh bien, ça demande une compétence d'abord, un petit peu plus... faut avoir l'habitude. Il y a une profondeur d'anesthésie plus importante. Il y a évidemment, on va... et induire potentiellement une réactivité bronchique ou trachéale, c'est vrai, je suis d'accord. Ce qui importe, c'est la profondeur d'anesthésie. Tu n'es pas positionné sur les morphiniques? Les morphiniques pour l'intubation, oui, on fait des morphiniques pour l'intubation, vous faites ce que vous voulez comme morphinique, du sufentanil, Alors, moi, sur DVG, je ne ferai pas de sufentanil. Alors, maintenant, les gens font du sufentanil. Moi, j'aime bien le rapifène, mais ça, c'est personnel. Voilà, sufentanil ou rapifène, ou voire morphine. Il y a des gens qui font que de la morphine d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait de la morphine ou du sufentanil que vous allez éviter un laryngospasme. Il ne faut pas croire, ce n'est pas ça qui va éviter le laryngospasme. Voilà. Mais la profondeur d'anesthésie est importante. La profondeur d'anesthésie est très importante. Ouais. Et voilà. D'ailleurs, on va juste l'aborder très légèrement. Toujours dans le bronchospasme, j'ai juste corticoïdes ou solumédrol dans le bronchospasme. Alors, moi, j'en fais, effectivement. Je fais un bolus de solumédrol, 1 mg/kg, parce que, effectivement, je me dis d'abord, je fais plutôt ça dans le laryngospasme parce que, en fait, un des risques du laryngospasme, c'est aussi le traumatisme laryngé. C'est aussi que vous allez frotter, vous allez forcer un peu pour l'intuber et que donc il peut y avoir un œdème. Moi, les corticoïdes, je les ferai plutôt à visée anti-œdème. Voilà. L'anesthésie locale, elle est préconisée? Alors, l'anesthésie locale, de glotte, ça marche très très bien, mais pas pour DVG. On ne peut pas faire une anesthésie locale de glotte sur une intervention avec un segment endobuccal. Ce n'est pas cohérent.
parce que vous n'avez plus de réflexe de protection des voies aériennes. Ça marche très très bien, l'anesthésie locale pour les endoscopies, bien sûr, ORL, ça c'est formidable. C'est ce qui permet de faire une endoscopie, ça évite le laryngospasme, absolument. Mais la difficulté là, c'est que vous êtes dans une chirurgie qui va nécessiter une récupération des réflexes de déglutition et dès que vous aurez enlevé la sonde d'intubation. C'est pour ça qu'on n'en fait pas dans les VG ni dans les amygdales. Comme le geste est court. Voilà, exactement. Ok. On va venir sur l'extubation, je vois qu'il y a des questions qui arrivent dessus. Oui, bah c'est après. Mais tu redisais bien, complications sévères, laryngospasme sévère ou bronchospasme sévère, c'est une surveillance un peu plus prolongée, en salle de réveil probablement, et avant le retour à domicile en tout cas. Oui, en tout cas, pour le laryngospasme, il faut s'assurer que tout va bien, qu'il n'y ait plus d'oxygénodépendance, requérance, ça c'est sûr. Que voilà, c'est essentiellement ça, parce qu'un laryngospasme, c'est réversible. Hein, si c'est un petit laryngospasme, parce qu'il y a toutes les gammes de laryngospasme. Hein. Il y a le petit laryngospasme dont vous allez venir à bout très rapidement, et puis il y a le laryngospasme où vous allez être obligé d'intuber l'enfant un peu en catastrophe, etc. Donc oui, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de besoin en oxygène, et qu'il n'y a pas de voie rauque, qu'il n'y a pas... voilà, c'est essentiellement les deux points. Pour le bronchospasme, c'est un tableau un peu différent. Il faut être sûr que l'enfant est stable, qu'il est plus bronchoconstricté, parce que c'est des terrains quand même qui sont souvent des enfants asthmatiques. Et donc, il faut vérifier que on n'a pas induit une crise, etc. Voilà. Et on a peut-être une dernière question. Qui disparaissent vite. Hein. Qui dit que je n'ai pas le temps de poser. Il y avait la question sur la posologie du rapifène à l'induction. 20 gamma kilos. Alors après, vous pouvez faire que 10, enfin c'est toujours pareil. Là, normalement, l'analgésie par le rapifène chez l'enfant, chez l'enfant, je pense que chez l'adulte, ça doit être pareil, c'est 20 gamma kilos. Voilà, ça marche très très bien le rapifène. On voit qu'il est arrivé très vite puisque vous faites le rapifène, 1 minute après, la fréquence cardiaque perd 10 battements. Et là, vous savez que le rapifène est actif. Voilà. Et tu avais abordé dans le premier live qu'on peut revoir en replay la co-induction inhalatoire plus propofol. Absolument. Ça, c'est très fréquemment utilisé. Alors, on n'a pas eu le temps de l'aborder parce qu'en fait, c'est toute l'anesthésie pédiatrique qu'il faut aborder. Oui. Donc, la co-induction, c'est l'adjonction en fin d'induction par inhalation, donc de 1 à 2 mg kg de propofol. Et à ce moment-là, on n'oublie pas de baisser un peu le sévoflurane quand même, parce que sinon, on a une chute de tension. Voilà, mais ça marche très très bien. Ça donne des conditions d'intubation qui sont assez plus faciles qu'avec le sévoflurane seul. Et une dernière, faut-il curariser systématiquement avant l'intubation comme pour l'adulte ? C'est une question délicate. Alors moi, je vais vous dire non. Il ne faut pas curariser systématiquement parce que, surtout si vous faites une co-induction, il n'y a pas de raison objective. Vous avez des bonnes conditions d'intubation sans curare. Néanmoins, il y a des gens qui font systématiquement des curares. C'est une autre forme de pratique. Chacun a sa pratique en fonction de son expérience, de ce qu'il a appris. Je dirais qu'il faut adopter une pratique qui vous mette, vous, en sécurité, donc forcément aussi l'enfant. En sécurité, c'est-à-dire vous faites la technique que vous connaissez. Si vous voulez utiliser des curares, vous pouvez, mais ce n'est pas du tout indispensable, ce n'est pas préconisé. Ce n'est préconisé les curares pour l'intubation que lorsqu'on fait une induction strictement par voie intraveineuse. Parce que là, effectivement, les conditions d'intubation sans curare sont plus aléatoires. Chez l'adulte, on utilise volontiers du rémifentanil. On peut le faire aussi chez l'enfant ? Oui, vous pouvez si vous voulez. C'est un peu lourd, je trouve, pour faire des adénoïdectomies, mais en fait, on peut le faire. Si vous savez manipuler le rémifentanil, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok. On continue ? Oui, parce qu'il y a le réveil encore. Alors, voilà. Alors, le réveil. Donc, moi, je préconise, pour un message de sécurité, encore une fois, et dans ce contexte d'intervention de chirurgie endobuccale, avec quand même un saignement potentiel dans l'arrière-gorge, d'extuber les enfants réveillés.
Lorsqu'on extube les enfants réveillés, on est dans un message de sécurité. Donc extuber, réveiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire pupille centrée. Alors, je vais vous montrer une petite image. Vous voyez en bas, l'enfant a les pupilles centrées. Il faut commencer par le bas, là. Vous avez les pupilles centrées. C'est quoi les pupilles centrées? Ça veut dire que vous avez une profondeur d'anesthésie suffisante pour que les nerfs oculomoteurs soient tous inhibés. C'est-à-dire que votre pupille soit à l'équilibre avec ces nerfs oculomoteurs qui auront tous perdu leur tonus. Et puis, lorsque l'enfant se réveille, eh bien, vous avez la réapparition du tonus des nerfs oculomoteurs qui vont d'abord tirer vers l'extérieur, puis vers le haut, vers le bas, et vous avez les pupilles qui bougent. Moi, j'appelle ça la valse des pupilles. Et quand tous les nerfs oculomoteurs, et je vous rappelle que c'est le tronc cérébral, ont récupéré, sont réveillés, n'ont plus d'action inhibitrice des agents anesthésiques, eh bien les pupilles sont centrées et c'est le moment où l'enfant va ouvrir les yeux. Et c'est là, en fait, que vous pouvez considérer que vos réflexes du tronc cérébral sont revenus et le message de sécurité, c'est qu'il faut attendre ce moment-là. Et comme l'anesthésie, c'est magique, vous voyez que lorsqu'on peut très bien le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire vous avez, avant l'induction, un enfant qui va vous regarder les yeux ouverts, spontanément, pupille centrée, vous l'induisez, c'est pareil, vous avez l'inhibition progressive des noyaux oculomoteurs, et quand les pupilles se recentrent, c'est que le tronc est complètement inhibé, vous pouvez l'intuber. Pupille miroir du tronc cérébral. Exactement. Donc ça c'est pour les messages simples du réveil. Retenez qu'il faut l'extuber éveillé. Il faut faire attention quand même si vous avez noté en préopératoire une hypertrophie amygdalienne parce que ça peut vous gêner au réveil, notamment s'il n'est pas vraiment complètement bien réveillé. Il va être obstructif et dans un contexte comme ça c'est gênant. Les saignements, c'est très très rare. J'ai refait la biblio, c'est vraiment très très rare et ça ne nécessite pas de reprise chirurgicale, sauf pathologie de l'hémostase grave, etc. Et puis l'analgésie, elle est assez simple, elle est réalisée la plupart du temps par du paracétamol et c'est avec du paracétamol qui rentre à la maison. C'est une douleur qui est beaucoup moins importante que celle de l'amygdalectomie et de la circoncision d'ailleurs. Et finalement, ça va très vite disparaître. Un enfant qui tousse sur sa sonde et qui n'ouvre pas les yeux, tu l'extubes pas? Non, je ne l'extube pas, j'attends quelques... Non, parce que le réflexe de la toux réapparaît bien avant, sérieusement avant l'ouverture des yeux et le réveil complet du tronc. Alors, encore une fois, si vous faites de l'anesthésie pédiatrique tous les jours, si vous êtes rodé à prendre en charge les complications, un éventuel laryngospasme derrière, parce que c'est ça qu'on risque en fait, vous pouvez tout faire. Mais si vous voulez des messages de sécurité, c'est extubation éveillée. Quand l'enfant ouvre les yeux spontanément. Après, il peut tousser et ouvrir les yeux. S'il tousse et qu'il ouvre les yeux, vous retirez le tube. Là, sur la diapo, mais on en a discuté juste avant l'émission, tu ne parles pas d'extubation sur table ou en salle de réveil? Et tu ne parles pas d'extuber avec quel équipage en personnel? Alors, moi, je ne vais pas aborder ça trop. Ce que je peux dire, c'est que c'est un moment à risque. Voilà. Vous avez bien compris que c'est quand même un moment où peuvent survenir des complications respiratoires. Alors, ça peut être juste une petite désaturation, etc. Mais ça peut être aussi un laryngospasme. Si les VG, le problème, c'est que des fois, ça coule un peu sur le mur postérieur du pharynx et ça va titiller les cordes vocales ou l'épiglotte et que donc, ça, c'est générateur de laryngospasme ou d'obstruction, etc. Donc, pour moi, ça reste une période délicate. Personnellement, mais je sais que ce n'est pas le cas dans beaucoup de structures, nous, on extube en salle d'opération. On peut extuber n'importe où, ça dépend de la personne qui est présente et ça dépend de l'habitude de la personne qui va prendre en charge cette extubation. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Il faut savoir quoi faire s'il y a un petit souci. Bon, c'est moins crucial que ce qu'on a vu tout à l'heure sur les aides cognitives parce qu'on a la voie veineuse. Donc, ma foi, si ça ne se passe pas bien, s'il y a un laryngospasme, on rendort légèrement l'enfant et puis on s'en sort assez facilement. Voilà, donc c'est quand même moins critique quand même qu'un laryngospasme sans voie veineuse. Voilà. On a plusieurs questions autour de l'extubation en décubitus latéral. Oui, why not?
C'est plutôt, vous pouvez le faire. Alors, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est extuber l'enfant avec une pression positive, c'est-à-dire que vous mettez le ballon sur la sonde d'intubation, vous appuyez sur le ballon et vous retirez la sonde comme ça. Ça permet de limiter les désaturations. On avait fait une étude il y a un certain nombre d'années comme ça et c'était très flagrant. Et ça permet aussi, dès que vous sortez la sonde d'intubation, que l'enfant tousse un coup. Et comme ça, il est parfaitement... Ça, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Et c'est très safe, très sécurisant. Un enfant qui s'agite au réveil et qui n'est pas encore extubé, hein, on se retrouve devant le risque de la remise. On peut aussi le rendormir si on voit que ça se passe pas bien. On peut mettre un petit peu de propofol. Alors, il faut savoir que les réveils après propofol sont très soft, sont très calmes. Ça, c'est très intéressant pour ça. Les réveils au sévoflurane sont un peu plus agités. Ça peut être un peu plus agité. Voilà. C'est aussi l'intérêt peut-être du propofol pour éviter la co-induction. La co-induction. Comme c'est une intervention très très courte, alors ça n'a pas été montré, là on extrapole. Hein. Okay. Mais ce qu'on a montré, c'est que quand on utilisait le propofol, quand on faisait une induction au propofol versus sévoflurane, on avait moins de complications respiratoires avec le propofol. Voilà. Mais on n'a pas comparé la co-induction, etc. C'est un facteur, disons, qui rend les choses un peu plus calme, je dirais. Par ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ces deux produits, sévoflurane, propofol, ont des effets très différents sur les voies aériennes. Le propofol, il induit une relaxation des cordes vocales, mais pas au niveau bronchique, et le sévoflurane, c'est l'inverse. Donc, la co-induction a quelque chose intellectuellement de cohérent, puisqu'ils ont des effets complémentaires. Il y a à nouveau des questions là sur la lidocaïne, non pas en anesthésie locale de glotte, mais en intraveineux, pour limiter la toux. Alors, ça n'a pas montré, on ne l'a pas préconisé dans les RFE. D'accord. Voilà. Juste pour redire, être très explicite, dans les RPP, il n'y a pas de recommandation sur le lieu d'extubation et sur le personnel à l'extubation. Non. D'accord, donc que ça soit très clair pour tout le monde. En tout cas, ça n'a pas été écrit. Mais il y a d'ailleurs quelques questions, évidemment. Est-ce qu'un médecin anesthésiste peut travailler sur 2 salles si l'IAD n'est pas formé en anesthésie pédiatrique? Je pense qu'il faut reprendre au moins une diapositive. On l'attendait. Alors, on avait la diapo de conclusion, mais qui finalement ne dit pas grand-chose de nouveau. Ça, c'est déjà ce que je vous ai expliqué. Donc, vous avez bien compris que les complications respiratoires, OK. Il faut préparer l'enfant. Là, j'insiste là-dessus, c'est très important. Le mettre dans les meilleures conditions possibles en termes de préparation, comme on a vu tout à l'heure. L'intubation trachéale, c'est pareil, c'est fortement conseillé, pour ne pas dire recommandé. Et l'expérience du médecin anesthésiste, elle est importante aussi dans ce contexte. Alors, un petit rappel sur l'organisation préconisée dans les RPP qu'on a vu la dernière fois. Donc, je vous rappelle que que de façon générale, donc ça concerne les enfants de moins de 10 ans, et qu'on recommande un médecin anesthésiste réanimateur qui soit formé à l'anesthésie pédiatrique et qui ait une pratique régulière. Voilà. Après, oui. On redit, les quotas sont finis. Ont disparu. Ce n'était pas écrit dans le texte initial. C'était précisé dans les questions. Et finalement, trop de précision tue la précision. Et donc, les questions ont été enlevées. Voilà. Donc, ce n'est plus... Le chiffre a disparu. Le chiffre a disparu, comme on l'avait vu la dernière fois. Donc, pour les enfants de 1 à 3 ans, donc c'est des enfants qui sont à risque respiratoire, il y a toujours, pareil, 2 possibilités. Soit vous avez un médecin anesthésiste réanimateur, toujours pareil, activité régulière, formation pédiatrique, assisté d'un IAD, il faut peut-être que je mette les images, assisté d'un IAD qui va être, lui, dédié exclusivement à ce cas. Soit vous avez le même type de médecin anesthésiste réanimateur, mais qui, lui, va être dédié au cas et qui aura la possibilité de faire appel à quelqu'un qui a une pratique régulière de l'anesthésie pédiatrique et qui sera disponible, immédiatement disponible au sein du bloc opératoire. C'est la rescue, la personne rescue qui doit être aussi pour cette catégorie d'âge formée en anesthésie pédiatrique et avoir une pratique régulière. Même de 1 à 3 ans, on peut travailler sur 2 salles. Oui, à condition absolument. Que l'infirmière anesthésiste soit formée en pédiatrie et soit dédiée à l'enfant. Absolument, c'est exactement ça. C'est la première ligne.
C'est tout à fait ça. Pour ce qui est de l'enfant de 3 à 10 ans, on a aussi des VG dans cette population, c'est plus rare. Là, c'est la même chose que la précédente, sauf que la deuxième personne, que ce soit l'IAD ou la personne de recours, eh bien, n'a pas besoin d'avoir, on n'a pas, la formation en anesthésie pédiatrique et l'activité régulière ne sont pas requises. C'est ça. Voilà. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Tout ça, bien sûr, je répète, le choix, c'est sous la responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur. Et je redis encore qu'il est utile d'avoir une équipe dédiée ou en tout cas une activité focalisée sur un certain nombre de praticiens, simplement pour qu'ils puissent maintenir leurs compétences. On approche de la fin de l'émission. Peut-être juste une dernière, parce qu'il n'y a pas du tout de durée minimale réglementaire de surveillance en salle de réveil. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, j'ai cherché, il n'y a pas. Après, on fait confiance aux praticiens et à son... Moi, j'ai sincèrement confiance dans la responsabilité des praticiens et voilà, on sait très bien quand l'intervention s'est passée sans aucun problème, on signe la sortie. De toute façon, cette sortie de SSPI, elle est quand même assujettie soit à un score, soit à la validation par le médecin. C'est ça. Voilà. Donc, alors oui, on nous pose des questions, Yema, on les attendait, mais peut-être on en parlera lors du dernier live le 6 mars sur l'urgence, le personnel nécessaire pour avoir une activité d'urgence. Je vais juste redire sans aller dans les détails que l'urgence n'est pas traitée dans les RPP, que la question qui avait trait à l'urgence a été également retirée, que finalement c'est à chaque structure, en fonction de son activité, de la compétence des praticiens, d'organiser la prise en charge des urgences et de l'organiser, de l'anticiper par écrit, c'est-à-dire de se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire en urgence, comment, dans quelles conditions, etc. Donc voilà, mais néanmoins, il faut bien avoir à l'esprit que l'urgence, le contexte d'urgence, est un facteur supplémentaire et indépendant de risque. Voilà. Oui. Et après la disparition des quotas, on a plusieurs questions sur est-ce que sera définie une activité régulière. Une activité régulière, c'est une activité régulière. Dans le texte, on a mis au moins une demi-journée hebdomadaire. Ça peut être, on a dit, ça peut être une journée tous les 15 jours, ça peut être, voilà. Après, vous allez me poser la question de l'âge. Donc oui, c'est tous les enfants jusqu'à 15 ans à peu près, ou jusqu'à 18 d'ailleurs. Donc on peut inclure tous les ados qui sont endormis, etc. Ce qui est important, c'est la notion de régularité. Et il faut savoir que cette notion de régularité, elle était déjà dans le SROS. Et dans le SROS, il y a marqué pratique hebdomadaire. Dans le SROS qui est paru en 2004. Donc là, c'était déjà le cas. Donc là, on a évidemment mis le flash, on a mis le projecteur sur un certain nombre de points du SROS, mais en fait, on a inventé très peu de choses, finalement. Très bien. On a fait, je crois, un bon survol du risque respiratoire. C'était le thème de ce soir. Donc, en redisant les points clés qui sont l'évaluation et éventuellement le report, la préparation avec un aérosol de salbutamol, l'anesthésie réalisée dans les conditions d'anesthésie pédiatrique d'aujourd'hui, et puis peut-être les aides cognitives de l'ASFAR à voir à proximité quand on ne connaît pas forcément très bien les posologies et les dilutions de médicaments, et puis la surveillance en salle de réveil nécessaire. Voilà, c'est les mots-clés. Absolument. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis, merci Isabelle, merci Yema, merci Céline en régie. Je vous rappelle que vous recevrez un certificat qui participera à attester que vous vous formez en anesthésie pédiatrique et vous y retrouverez d'ailleurs le QR code qui vous permet de télécharger le diaporama d'Isabelle ce soir. Je vous rappelle la 3e et dernier live de la trilogie sur l'anesthésie pédiatrique qui aura lieu le mercredi 6 mars à 19h30 autour de la prise en charge de l'amygdalectomie et de ses complications. La prise en charge de la douleur, l'hémorragie, la reprise en urgence et la problématique du transfert vers un centre de recours. Restez connectés encore quelques secondes. D'ailleurs, nous allons vous proposer un lien d'inscription directe pour faciliter. D'ici là, 2 autres lives peuvent vous intéresser.
Le 15 février, un cas clinique d'expertise sur l'hémorragie du postpartum. Et le 22 février, un live assez attendu là aussi sur les nouvelles recommandations sur l'antibioprophylaxie. Le replay de nos émissions est bien sûr disponible sur le site Branchet Solutions à l'onglet Ressources. Et vous pouvez également nous suivre sur Instagram, @branchet-TV. Bonne fin de soirée à tous.